Emmener les jeunes générations sur les traces du passé, leur apprendre l'histoire en se rendant sur les lieux stratégiques, sont des axes de l'éducation collective importants pour la ville de Grande-Synthe et les anciens combattants. Au-delà des livres d'histoire, les collégiens de 4e A du collège du Moulin sont partis en Normandie et ont découvert l'histoire autrement en se plongeant dans la Seconde Guerre mondiale. Le mémorial de Caen retrace l'histoire du monde de 1918 à 1989. Ici, les collégiens ont pu comprendre la situation du monde, la montée du nazisme, le début du conflit de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation de la France jusqu'à sa libération. Le 10 mai 1940, le Troisième Reich lance une grande offensive sur la Belgique, la Hollande et la France. Le 17 juin, Pétain prend la parole et demande de cesser le combat. Le 22 juin, l'armistice est signé, dès lors la France sera coupée en deux, la zone libre et la zone occupée. Les habitants s'organisent et partent en exode. On est parti, moi je jouais avec mon père pendant 2 jours, on a fait 50 km à pied. On a fait 49 km un jour, 51 le lendemain. Le soir, on est arrivé à trouver un abri, c'était une ancienne menuiserie qui avait été désertée évidemment, mais on a pu passer la nuit là. On a couché sur la sciure, parce qu'il y avait des grands tas de sciure pour le menuisier. On s'est arrêté là, mais on est resté 2 jours sans manger, sans boire. On n'avait pas à manger, on n'avait pas à boire. Et il faisait chaud au mois de juin 40. Oh là là. Et ben vous voyez, on est arrivé, on avait les pieds pleins d'ampoules et tout. Bon, enfin bon, c'est du passé. Quand on était en exode, les routes qui étaient toutes droites, rectilignes comme ça, les Allemands et les Italiens, ils prenaient la rue en enfilade et puis ils jetaient des bombes. Alors tous les gens qui étaient là dans leur voiture, il y en avait qui avaient leur voiture et tout ça. Et je ne sais pas si vous avez vu peut-être des photos, mais sur les voitures, il y avait presque toujours un matelas. Parce que s'ils avaient été bombardés, ça amortissait le choc. Ça a préservé la vie à quelques-uns, évidemment. Mais alors, c'était au mois de juin 1940, il y avait un orage toutes les nuits. Alors, dans la nuit, il y avait l'eau qui tombait. Le lendemain matin, on voyait les matelas qui goûtaient, qui étaient pleins d'eau, qui goûtaient. Ils séchaient dans la journée, la nuit après, ça recommençait. Il y a une dame qui est sortie de chez elle, elle est venue vers nous, elle nous a donné 1 kilo de sucre. Elle dit, c'est tout ce que j'ai, mais si vous n'avez rien à manger, ça vous réchauffera un petit peu. Les gens commençaient à comprendre qu'on allait être occupé totalement et qu'il fallait essayer de s'organiser pour ça. Tous les hommes se sont mis à pleurer, parce qu'ils ont pensé que le maréchal Pétain, c'était quand même une grande figure de la Première Guerre, et il ne pensait pas qu'il allait demander l'armistice aux Allemands. C'est là qu'il a fait, vous l'avez sûrement vu, sa déclaration « Je fais don de ma personne à la France ». Alors ça a été vraiment, on s'est dit maintenant, c'est plus la peine qu'on aille plus loin, et en effet, on a vu les Allemands arriver sur leurs chars, avec leur tenue noire et rouge. C'était la tenue des tankistes. Et alors là, ils sont arrivés là vraiment pour nous montrer leur force. Et il y a des soldats qui étaient là, ils les ont fait prisonniers évidemment, et ils ont pris les fusils, ils les ont cassés sur le bord du trottoir. Le rationnement, la peur des dénonciations, Colette, 97 ans, se rappelle bien ces jours sombres de l'histoire. C'est qu'ils prenaient sur toutes nos réserves leur alimentation pour leurs militaires, leurs chevaux et tout. Et c'est à partir de 1942 où ça a été beaucoup plus difficile. Je vous ai même, si vous voulez, vous le ferez passer, j'ai rapporté une petite carte d'alimentation, comme on avait à ce moment-là. Alors on nous distribuait tous les mois une carte. Dessus, on avait des tickets. Pour avoir les tickets, vous voyez, un petit coupon pour le pain, un petit coupon pour le beurre, voilà. On avait les rations pour 1 mois. Et on avait les rations de 3 mois pour les vêtements et les chaussures.
tout était rationné, on ne pouvait rien acheter. Il fallait toujours avoir sa carte. Par contre, je n'ai pas ma carte de pain. Mais celle-là, c'était celle auquel on tenait le plus, parce que par jour, on avait une certaine quantité de pain. L'éclairation n'était pas grande, moi on avait ça pour la journée. Alors le petit déjeuner, le midi, le soir, vous savez, on a vraiment été, question du pain, ça a été le plus dur, le pain. On vivait vraiment sous leur tutelle. C'est eux qui décidaient tout, qui décidaient de nos rations, qui décidaient de ce qu'on entendait. Les journaux, c'était pareil. Tous les journaux étaient d'ailleurs après la guerre. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés, tout ça, parce qu'ils n'avaient travaillé que pour les Allemands. Pour ça, il fallait toujours se méfier de tout. Parce que vous ne saviez jamais la personne qui était à côté de vous, si elle était vraiment pour les Français ou pour les Allemands. Alors on se méfiait de tout le monde. Hein. C'est ça, on a toujours vécu une vie méfiante. On regardait les gens comme ça, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. On a toujours été tenus comme ça. C'était vraiment difficile à vivre aussi. Hein. Avant, on habitait dans un immeuble et il y avait un monsieur au-dessus de nous qui était juif. Et il avait falsifié son nom. Là, on l'appelait Monsieur Blacher, mais ce n'était pas son vrai nom. Il était juif, il avait sa femme, il avait 2 garçons. Et ce monsieur, il a été une nuit, il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui lui a dit « Sauve-toi parce qu'il y a une rafle de tous les juifs ». Moi, je ne connaissais pas cette personne, enfin. Et ce monsieur est parti. À 10 h le matin, il y avait les Allemands qui étaient chez lui. Alors évidemment, ils l'ont cherché, ils ont tout démoli dans l'appartement, ils croyaient qu'il s'était caché. Et heureusement qu'il était parti. Alors il restait sa femme et ses 2 garçons, qui étaient des petits jeunes, c'était pas des adultes, mais ils ont laissé la femme, ils n'ont pas pris ni la femme, ni... Elle d'ailleurs, elle était française, non juive. Elle a montré qu'elle était catholique, elle avait une chaîne, elle a montré qu'elle était catholique. Ils l'ont laissée. Mais le monsieur, il a été prévenu vraiment... Heureusement qu'il est parti tout de suite, parce que je vous dis, quelques heures après, on se demande même comment... Moi, j'ai toujours été surprise de ça, parce que c'est des gens qu'on avait côtoyés et tout. C'était pas écrit sur eux qu'ils étaient juifs. Ça se voyait pas. Alors, parce qu'à ce moment-là, ils ne portaient pas leur petit, je sais pas, et puis tout ça. Hein. Alors, comment est-ce que les Allemands, c'était que par dénonciation? Le 6 juin 1944, l'opération Overlord est déclenchée par le parachutage des premiers combattants à l'intérieur des terres. Puis, le débarquement des forces d'infanterie est lancé à Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach ou Sword Beach. Au total, ce sont 1 500 000 soldats qui ont été débarqués en Normandie, dont 150 000 hommes le jour J. Le débarquement s'étalera sur plusieurs semaines. Utah Beach, à l'endroit même où les troupes ont débarqué, le musée du débarquement expose en 10 étapes l'opération Overlord, de sa préparation au déroulement jusqu'à sa réussite. La vaste collection d'objets du musée permet de mesurer l'ampleur de la logistique mise en place par les forces alliées et la précision remarquable de l'opération Overlord. Les collégiens, accompagnés de leurs parrains, ont arpenté le musée Utah Beach à la recherche d'informations pour mieux appréhender l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Imagine, je fais 2 têtes au-dessus de toi, t'imagines, hein, 2 têtes au-dessus de toi, là. Puis je te regarde et j'y vais un petit peu ici, la petite là. Je vais t'intimider, c'est-à-dire je vais te faire peur. Voilà, on va un petit peu provoquer la peur. Bon. Chez les Allemands, c'est la débâcle. Les soldats partent précipitamment alors que les forces alliées libèrent peu à peu le territoire français. Mais alors, ils étaient partis vraiment en catastrophe. Ils avaient des grands seaux galvanisés à ce moment-là. Il n'y avait pas le plastique. C'était des seaux galvanisés. Il y avait du linge qui trempait. Dans d'autres, c'était de la vaisselle sale. Dans l'autre, ils sont partis en laissant tout. C'était dans un état d'établissement fort. Bon. Après, mes parents ont dû tout nettoyer, tout laver, tout. Enfin bon, on avait déjà échappé au pire, c'était le principal. Alors on a appris que la libération avait commencé, et nous on l'a vraiment su, je vous dis, quand on a vu
le maréchal Leclerc descendre sur son char. Là, c'était vraiment la deuxième DB, c'était que des Français. Nous, c'est les Français qu'on a vus en premier. Il y en a, c'est des Américains, ça dépendait des endroits, comment ils étaient rentrés. Mais moi, c'est les Français que j'ai vus en premier, avec le maréchal Leclerc sur son tank. Il était fier, il était beau, il était content. Il avait un beau sourire. Ça, on garde une belle image de lui. C'était vraiment la libération. On se sentait soulagé, on n'avait plus peur, on n'avait plus... C'était une période vraiment de bonheur pour tout le monde, parce qu'on était sûr que les Allemands ne viendraient pas nous prendre, qu'il n'y avait plus de bombardement. C'était vraiment un moment de joie, la libération. Les gens embrassaient les soldats, montaient sur les camions, leur offraient des fleurs et tout ça. Et c'est là que les Américains nous ont lancé les premiers chewing-gums, parce qu'on ne connaissait pas, nous, les chewing-gums. Et eux, ils en avaient, ils les jetaient comme ça à la foule. Ils avaient ça, et puis ils avaient des petites boîtes de conserve. Oh, ça, c'était très bon, c'était de la crème de cacahuète. Mais c'était bon. Nous, on n'avait jamais mangé tout ça, et du chocolat. Le 8 mai 1945, l'armistice est déclaré. La France se reconstruit et les habitants pansent leurs plaies. Ce conflit aura fait environ 60 millions de morts chez les militaires et civils. Il est important de ne pas oublier l'histoire, de perpétuer le devoir de mémoire. Ce voyage a été instructif tant pour les collégiens que pour les accompagnants. Moi, je voulais qu'on parle autre chose que de la résistance ou des grands faits de guerre. Il y a la vie lambda, tous ces gens qui ont souffert pendant toute cette période. C'est bien de voir ça autrement que par les livres et par les films. Avoir un témoignage direct des personnes qui ont vécu tout cela. Un devoir de mémoire, c'est ça, hein, c'est l'entretenir. Hein, il faut savoir que leur faire prendre conscience de tous ces sacrifices humains qui ont eu lieu ici sur ces plages sanglantes, c'est grâce à eux si on est resté français. On n'a pas le droit de l'oublier. Donc on leur inculque les valeurs républicaines et les valeurs morales et républicaines de nos aînés qui sont disparus en donnant leur vie. Ça, c'est très important. Donc ce genre de voyage est très utile. Il nous a raconté quelques petites anecdotes et c'était toujours sympa. Voilà, quand il nous le racontait, c'était sympa, c'était intéressant, quoi. Et quand on voit que ces jeunes qui voulaient simplement profiter de la vie, vivre comme vous, s'amuser, on les a envoyés une guerre, et une guerre, ils ne savent pas toujours pourquoi ils y vont, mais ils y vont parce que c'est pour leur pays, pour défendre la liberté, la paix. Et leur vie, elle se retrouve fauchée sous les mitrailleuses, sous les coups des canons, et c'est terminé. Moi, je trouve que c'était touchant, que tous les gens qu'on voit, c'est pareil, que tout on voyait par terre, morts, c'était touchant. Même les animaux et tout qui s'en est pris aux animaux. Bon, je pense que ça leur a plu et ça leur a ouvert les yeux sur cette période difficile de notre histoire. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas et elle nous a appris. Ça nous a aidés parce que des fois quand on ne comprenait pas les trucs, on demandait justement au monsieur parce que ça nous aidait un peu vu qu'il a quand même vécu des choses. Faudrait pas que ça recommence, c'est horrible. J'ai aimé parce que quand on a été sur la plage hier, quand je suis venu, je me suis dit il y a eu un combat, il y a eu des morts et tout. C'est choquant. Je pense que ça leur ouvre les yeux sur ce que ça a été ce difficile et dur conflit. On a retenu beaucoup de choses comme les débarquements. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas et que maintenant j'ai vu sur les reportages, sur les films qu'on a vus. Et c'était bien, j'ai appris beaucoup de choses et je suis content. C'est extrêmement important pour nous puisque ça nous permet à la fois de concilier le programme, d'avoir un devoir de mémoire qui est extrêmement important de nos jours pour nos jeunes qui n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas vécu les grands événements tragiques du XXe siècle, mais également ça leur permet d'apprendre tout un tas de choses et également de vivre ensemble. Et ça lie l'ancien, le nouveau, le moderne et c'est tout à fait important pour nos élèves, quoi. Ça m'intéresse parce que c'est des grandes guerres que j'adore l'histoire en fait, mais surtout les guerres j'aime bien, quoi. Parce que ce qui s'est passé avant c'est quand même touchant. Maintenant en fait
On se plaint de tout en fait maintenant, on se plaint qu'on ne peut pas sortir, qu'on n'a plus de téléphone ou quoi, alors qu'avant, on regarde qu'avant ils avaient rien, tout était détruit et tout. Mais... Moi j'ai aimé, c'est tout ce qui est, comment dire, vers tout ce qui est les armes et tout, armement militaire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est d'avoir vu Colette, la dame qui a vécu avant, après et pendant la guerre. Comme Simone Veil, en fait, qui a vécu dans les camps de concentration, mais qui a réussi à vivre après. C'est quand même magique d'avoir une deuxième vie après la guerre. C'est effectivement une adhésion totale des élèves. Ils ont participé à toutes les activités. Ils ont joué le jeu. C'est une victoire totale pour nous, enseignants et personnels de direction. Tout à fait. Ça a été très enrichissant. Je pense que aussi bien pour nous en tant que professeurs d'histoire, ça nous permet aussi de rendre les choses concrètes pour les élèves. Et pour eux, ça leur permet de sortir, aussi de se socialiser, de passer du temps ensemble. Je pense que c'est aussi important. C'est toujours avec un grand plaisir que j'accompagne des enfants parce que pour moi, la transmission du passé et puis des connaissances est importante. Et je dis toujours que c'est dans notre histoire et dans notre passé que nous allons tirer ce qui va nous servir pour l'avenir. Et c'est vous, les jeunes, qui allez devoir prendre notre relais parce que nous, on avance tout doucement en âge et puis vous allez devenir bientôt des futurs adultes et il faut que vous compreniez qu'il est important à travers les guerres qu'on a vécues et surtout les 2 dernières guerres, qu'il y a des choses qu'il faudra éviter, qu'il faudra ne plus refaire et que quand on est tolérant, quand on a du respect pour les autres, eh bien on avance beaucoup plus vite dans le monde et on évite toutes les horreurs qu'on a vues depuis.